Politique Éco, votre magazine, présente aujourd'hui le 7e forum de l'action internationale des collectivités. Nous recevons sur le plateau de votre magazine des responsables qui témoignent. Mais avant ça, sans plus tarder, votre reportage par notre journaliste Clément Yao au Palais des Congrès. Le 7e Forum de l'Action internationale des collectivités s'est tenu cette année, les 4 et 5 juillet 2016, à Paris, au Palais des Congrès. Il met à l'honneur l'Action internationale des collectivités territoriales. Plus de 1200 participants venus du monde entier s'y réunissent chaque année. Les collectivités du Gabon à ce grand forum important, la coopération internationale, voilà pour montrer aussi la transversalité entre les parcs nationaux du Gabon et les différentes collectivités territoriales. C'est ça l'objet de ma présence ici et donc la présence du Gabon avec toute sa dynamique. Les collectivités surtout du Gabon viennent pour retrouver les partenaires, pour dynamiser son partenariat international, sa coopération internationale. Nous sommes dans une dynamique décentralisée aujourd'hui au niveau du Gabon et donc chaque collectivité a besoin d'aller vers les coopérants internationaux pour demander sûrement, pas forcément l'assistance parce qu'on n'est pas beaucoup sur une politique de main tendue, mais beaucoup d'accompagnement des organismes internationaux. Ce forum est organisé sur 2 jours autour de conférences plénières, d'ateliers thématiques, de formations, de réunions régionales, des conférences de presse, mais aussi des temps statutaires des partenaires du forum comme la Commission nationale des coopérations décentralisées ou encore l'Assemblée générale des Cités Unies France et la réunion de ces groupes pays. Des jumelages à la diplomatie économique locale, de la gestion de crise à l'aménagement urbain, des transports à l'assainissement, de l'éducation à la culture, l'action extérieure des collectivités territoriales ne cesse de monter en puissance. Le Forum de l'Action internationale des collectivités est un lieu unique pour tisser des liens opérationnels de proximité en faveur de la décentralisation de territoires, du mieux-être et des populations. Lieu d'échange et de réflexion, il favorise la rencontre des collectivités locales, des représentants de l'État, l'Agence française de développement, du monde associatif, des bailleurs de fonds, des bureaux d'études et des entreprises et des associations d'élus locaux. Il s'articule autour de 30 conférences et ateliers de travail géopolitique et thématiques animés par une centaine d'intervenants. Pour cette 7e édition, le thème choisi, les tensions internationales et leur impact sur l'action internationale des collectivités. Les préparatifs sont assez avancés parce que nous avons déjà sécurisé tout ce qui est hébergement des chefs d'État parce que ça c'était nos priorités et nous avons assez de chambres d'hôtel pour accueillir les 2000 personnes attendues à Bamako. Et on travaille bien sûr sur le volet sécurité qui est une des préoccupations du Mali mais du monde entier aujourd'hui. Et nous avons le problème du transport qui est réglé et là on était venu pour mobiliser les collectivités qui accompagnent certaines localités maliennes, notamment dans le domaine de l'assainissement. Parce que nous voulons que ce sommet soit aussi un événement populaire. Il n'est pas question que les gens perçoivent ça comme une affaire de nantis, des gens de Bamako seulement. D'où la nécessité d'impliquer les populations qui sont en dehors de Bamako. Et ces populations, comme ils travaillent avec des localités françaises, nous avons demandé à ces partenaires de nous accompagner et d'accompagner ces localités, les villes jumellées. Voilà la dynamique que nous sommes venus ici promouvoir. Nous avons été à l'initiative, nous avons en notre manière fait en sorte que ce forum puisse connaître ses lettres de noblesse. Nous étions très présents l'année dernière à la 6e édition. Nous avons eu l'avantage d'accueillir à notre stand le président de la République française, ce qui a été un point très fort de notre participation et de nos contributions à la promotion de ce forum-là. Et cette année, nous y sommes un peu plus de façon sobre parce que nous rendons hommage à un grand homme qui a été lui aussi un de ceux qui ont boosté ce forum-là pour lui permettre de connaître ses lettres de noblesse. Je veux parler du feu Parfait Gowru, qui était directeur de la décentralisation en Côte d'Ivoire et qui nous a quittés. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour lui rendre hommage et également pour pouvoir pousser plus loin encore notre coopération décentralisée avec les autres collectivités territoriales. Cette action a été relayée par l'invitation d'un des pays membres de ce forum, la Côte d'Ivoire, lors de la dernière rencontre du MEDEF. Nous avons le plaisir d'organiser aujourd'hui
première dans le siège du MEDEF à Paris, la Maison des entreprises. Nous avons organisé avec nos collègues du Fonds mondial pour le développement des villes une journée France-Côte d'Ivoire sur la question des villes, du développement des villes en Côte d'Ivoire et les solutions pour construire des villes durables. Et nous sommes très heureux, avec nos collègues du Fonds mondial, de recevoir aujourd'hui plus de 100 entreprises françaises, 110 exactement, qui tout au long de la journée vont échanger avec une trentaine d'élus de Côte d'Ivoire, parmi les plus prestigieux, pour évoquer les solutions permettant de créer de réels partenariats entre entreprises ivoiriennes et entreprises françaises. Cet atelier est né d'un triple constat. Le premier, c'est qu'il y a un besoin crucial des villes et régions de Côte d'Ivoire de développer et d'aménager les territoires, et notamment l'expansion urbaine. Le deuxième était un fort appétit des entreprises envers la Côte d'Ivoire, et notamment les entreprises françaises. On le voit aujourd'hui avec plus de 110 entreprises qui sont mobilisées et qui souhaitent développer leur activité sur les territoires urbains ivoiriens. Et le troisième constat était que cependant, malgré ces deux premiers points positifs, il y a encore un besoin de mieux comprendre les conditions de réussite des partenariats publics-privés, mieux comprendre les enjeux des entreprises pour venir investir en Côte d'Ivoire. Et donc cet atelier vise à créer cette culture du dialogue entre les collectivités ivoiriennes et les entreprises françaises, mais également on a souhaité, au-delà des rencontres sur l'orientation du business, on a voulu aussi créer une meilleure compréhension de ces enjeux en faisant venir les institutions françaises et ivoiriennes qui viennent expliquer les dispositifs d'accompagnement à disposition des collectivités locales et des entreprises pour permettre ce genre de partenariat et permettre de créer de l'opportunité d'action en Côte d'Ivoire. Ce premier atelier sera suivi d'un programme pluriannuel en Côte d'Ivoire où des entreprises françaises et des institutions ivoiriennes et françaises viendront à nouveau à la rencontre des collectivités ivoiriennes afin d'aller plus en profondeur sur les projets développés par les villes et régions de Côte d'Ivoire et aller accompagner vraiment au développement de ces actions concrètes au bénéfice des populations ivoiriennes. Parmi les partenaires, il y a bien sûr le partenaire historique de MEDEF International, la CGECI, c'est-à-dire les entreprises de Côte d'Ivoire. Et nous sommes à la fois très fiers d'accueillir ici des représentants de la CGECI et très confiants dans le fait que, comme toujours avec les entreprises françaises, nous sommes dans une logique où nous allons favoriser les partenariats et pas faire juste que les entreprises françaises soient encore plus présentes. Le but, c'est bien de favoriser au maximum des associations entre les entreprises ivoiriennes et les entreprises françaises pour des solutions durables pour les villes en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre programme Politique Éco. Nous recevons aujourd'hui une Côte d'Ivoire qui gagne, en présence du maire de Thiémé-Lécrou, M. Aouman. Bonjour M. Aouman. De M. Tano Kakou, conseiller régional de Moronou. Bonjour, Bonjour. M. Tano Kakou. Bonjour, madame. Ainsi qu'un opérateur économique, le directeur de la société Elgibor, M. Crou Jérôme. Bonjour, M. Crou. Bonjour, madame. Monsieur Aouman, vous êtes élu local en Côte d'Ivoire. Parlez-nous un peu comment un élu local de Côte d'Ivoire voit cette France du 21e siècle. Merci, madame. Merci à vous. De nous recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous. Alors, l'élu de Côte d'Ivoire, pour la France du 21e siècle, c'est un partenaire privilégié qui doit accompagner aussi la Côte d'Ivoire dans sa politique d'émergence. Parce que le président Alassane Ouattara, dans sa deuxième gouvernance, promet que la Côte d'Ivoire sera émergente à l'an 2020. Et donc, tout doit être fait à travers la France, qui est notre premier partenaire depuis longtemps, pour que nous accédions à cette émergence. Donc nous avons confiance. Et vous, monsieur Tano Kakou Guillaume, conseiller régional de Moronou,
En tant qu'élu local de la Côte d'Ivoire, vous aussi, comment voyez-vous cette France du 21e siècle ? Je vous remercie, madame. Je voudrais vous dire toute notre fierté et notre satisfaction de participer à ce panel, à ce plateau, pour changer sur une Afrique qui gagne, vous l'avez dit, sur une Côte d'Ivoire aussi qui gagne. Et une Côte d'Ivoire qui gagne a besoin de partenaires, mais bien avant, je voudrais vous donner les salutations de la présidente de la région du Moronou, qui est la seule femme présidente de région en Côte d'Ivoire. Donc c'est un symbole. C'est un vrai symbole pour l'Afrique. Madame Aka Véronique entend faire du Moronou le hub du développement parmi les régions. C'est tout un programme, mais je pense qu'on y arrivera. Et des partenaires comme la France pourront certainement nous y accompagner avec l'appui technique et économique qu'ils pourront apporter à nos régions, à nos collectivités, parce que les collectivités en ont grandement besoin. Et vous, Monsieur Crou Jérôme, opérateur économique, votre société, vous la voyez à l'international, au niveau national du pays? Et comment voyez-vous justement cette France du 21e siècle dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Merci madame. Je suis très heureux de participer à cette rencontre ce matin. J'étais le seul parmi tous ces opérateurs économiques qui travaillent avec le Moronou qui a été invité pour ce grand rendez-vous de la France. Là, vous nous parlez du 7e forum régional, oui, c'est ça, des collectivités. J'ai été le seul opérateur qui a été invité par Madame Aka. Et donc, je lui dis grand merci. Mais, effectivement, si je suis venu, c'est pour que je puisse trouver des partenaires pour agrandir, pour que d'ici quelques années, quand on parle des Gibor, on ne parle pas des Gibor de Côte d'Ivoire, mais qu'on parle des Gibor de la France, et non pas des Gibor d'autres pays. C'est pourquoi je suis venu et je vous dis merci. Merci pour cette situation. Eh bien, merci à vous, Monsieur Eouman, justement. On parlait des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Existe-t-il un vrai partenariat gagnant-gagnant, justement, qui entérinerait cette relation passée colonisateur-colonisé? Oui, il existe ce partenariat. Mais bien avant, permettez que je situe la région, enfin avec un grand plaisir. La commune de Thiémi-le-Cro. La commune de Thiémi-le-Cro, voilà, en Côte d'Ivoire. La commune de Thiémi-le-Cro fait partie de la région du Moronou, dirigée par Madame Aka Véronique, la dynamique dame, il vient de la présenter. Elle fait partie de la préfecture du département de Mbato. Et donc, Thiémi-le-Cro est une des 3 sous-préfectures, 4 même, du département de Mbato, qui a une population de 29 000 habitants, la sous-préfecture, et une population rurale. La plupart, 80%, ce sont des planteurs, donc qui connaissent la terre et qui vivent de la terre. C'est une région communément appelée Aïn Ali, dirigée par un roi. Donc, ce partenariat qui date de longtemps, nous tous, certainement qui sommes ici, avons fait nos études pour la plupart en France. Et nous sommes retournés en Côte d'Ivoire pour apporter notre contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé dans les grandes sociétés et aujourd'hui, on est à la tête d'une commune. Cette commune doit apporter le bien-être, le mieux-être des populations. Et elle a besoin de croissance. Elle a besoin de développement. Ce développement, il est vrai, on est accompagné par la Côte d'Ivoire, puisque nous avons une dotation au niveau de l'État. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là où nous attendons la France. Oui, mais justement, que peut-on attendre justement de la France, un pays qui économiquement sort de 2 décennies en berne? Alors, on attend beaucoup de la France, parce que tout a été déstructuré. Toutes les sociétés ont fermé, pour la plupart, les sociétés françaises, entre autres.
Et comme nous avons travaillé depuis des décennies, je dirais, puisque la France, c'est notre pays colonisateur, c'est l'histoire qui le dit, on veut que la France revienne. Et on veut que la France nous accompagne dans ce développement à travers la création d'autres usines, des sociétés. Aussi au niveau de l'éducation même, apporter son savoir. Nous accompagner aussi dans la mise en place des différents projets structurants que nous avons déclinés. Vous étiez à la dernière rencontre d'hier. Du MEDEF. Du MEDEF. Le MEDEF sur lequel on compte pour nous accompagner dans ce développement-là. Et nous sommes confiants parce que nos projets sont là. Et justement, comment un maire de Côte d'Ivoire imagine la ville de demain? Mais c'est une ville, d'abord, c'est la vie paysanne, mais qui a aussi soif du progrès. Donc une ville qui doit se développer à travers les variantes de la sauvegarde de la nature. Et quels sont les atouts de Tiémé-Lécro? Les atouts sont énormes. Vous les connaissez, les atouts de Tiémé-Lécro, en tant qu'Ivoirien, acteur économique, conseiller régional? Bien. Le maire l'explique très bien, mais d'avoir une vision un peu... Oui, bien sûr que je connais Tiémé-Lécro. Je suis conseiller régional du Moronou, mais je suis natif de Tiémé-Lécro. Par hasard, nous nous retrouvons sur le même plateau. Mais je ne parlerai pas de Tiémé-Lécro parce que Tiémé-Lécro fait partie, comme il a dit, de la grande région du Moronou qui comporte 3 départements. Le département de Mbato, comme monsieur le maire l'a dit, le département de Ara et puis le département de Bongouanou qui est le chef-lieu de la région, donc qui abrite le siège de la région. Donc nous avons près de 300 000 habitants et à majorité rurale, comme monsieur le maire l'a dit. Et donc l'objectif du conseil régional, c'est de faire en sorte que le développement rural puisse accompagner le développement économique. C'est pour cela que nous avons élaboré un programme intégré du développement du Moronou. Justement, l'urbanisme reste une préoccupation globale, comme vous l'expliquez bien. Quelles sont les préoccupations d'un maire ivoirien en termes d'urbanisme? C'est justement de construire une ville humaine. Vous savez, à l'image par exemple des grandes métropoles, on ne voudrait pas qu'une ville comme Tiémé-Lécro soit à cette image-là. C'est-à-dire une ville où tout se construit de façon désordonnée, sans tenir compte des exigences d'une ville propre, une ville où il fait bon vivre. Et donc, déjà, au niveau du plan urbain, il y a des tracés qui doivent obéir aux normes. C'est ce que nous essayons de faire dans les lotissements. Ça, c'est un. Deuxièmement, éviter des installations, excusez-moi du terme, dits sauvages, qui font que nous importons plus l'insalubrité qu'autre chose, le désordre. Donc, nous essayons. Demain, le 13, par exemple, j'ai une rencontre avec la diaspora. Et je l'ai invité à venir construire, par exemple, à Tiémé-Lécro. Nous leur avons accordé des lots bien structurés pour que, justement, Tiémé-Lécro puisse avoir un visage moderne. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Tiémé-Lécro abrite beaucoup de services. Tous les services de l'État. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'habitations. Mais justement, quand l'État invite des sociétés françaises à venir développer la Côte d'Ivoire, est-ce que cela signifie qu'il y a un manque en termes de ressources humaines dans le pays? Vous qui êtes acteur économique, monsieur Jérôme. Merci beaucoup, madame. D'abord, je vais présenter la société LGBOR, mon entreprise.
SGIBOR est subdivisé en 3 grandes parties. Il y a un service qui s'occupe de la livraison, c'est-à-dire les matériels informatiques et ses consommables. Il y a un côté qui s'occupe des réhabilitations et des entretiens des grands locaux, comme Abidjan, comme ici par exemple. Et puis il y a un autre service qui s'occupe de la construction. Mais le problème de nos petites structures en Côte d'Ivoire, c'est le manque de moyens. Manque de moyens ou manque de ressources humaines? Les ressources humaines, non, c'est. J'ai des ingénieurs. Vous expliquiez justement que vous appeliez, monsieur le maire, monsieur Aigman, la diaspora à intervenir. Non, à quel niveau? Je crois que ce n'est pas dans le même sens que j'ai compris. Alors, c'est justement à nous d'aider à construire. À construire. Oui, parce qu'elles ont des ressources. D'accord. Au sein de votre société? Au sein de ma société, il y a des cadres, je dis bien, celui qui gère surtout la construction, c'est un ingénieur. Tout cela, moi-même, en tant que j'étais un DAF. Et donc, il y a toutes ces personnalités qui font partie de la société. Mais il y a un manque criard de moyens. 9% de croissance en Côte d'Ivoire. Oui. À quelle frange de la population bénéficient ces investissements? Bon, je ne sais pas. Nous, peut-être qu'il faudrait comprendre les 9% de développement, ça concerne globalement toute la Côte d'Ivoire dans la macroéconomie. Mais au niveau micro, c'est-à-dire dans nos localités, dans nos collectivités, il n'y a pas encore, on ne ressent pas encore totalement. C'est vrai qu'au niveau macro, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de l'État du Côte d'Ivoire. Le président de la République fait bonne promotion du développement structurant. Avec un engagement certainement derrière, mais il n'a pas encore eu un impact réel sur les populations. Mais c'est le problème avec nous, les élus locaux, c'est qu'aujourd'hui, les populations sont suffisamment conscientes que le maire et le président du conseil régional sont les premiers interlocuteurs pour eux, pour avoir accès à des infrastructures de base. Écoles, centres de santé, et tout ça. Et donc c'est notre préoccupation. Malheureusement, les moyens qui devaient accompagner les élus locaux pour soutenir cette ferveur des populations, cette sollicitation des populations en faveur de la réalisation d'un certain nombre de projets qui va faire que le développement qui se fait de façon globale au sein de l'État puisse arriver à leur niveau, cela n'est pas fait. Peut-être parce qu'avec 80%, alors, 80% de croissance, il faut situer les choses, madame. C'est que la Côte d'Ivoire sort quand même d'une longue crise. Oui, la Côte d'Ivoire sort effectivement d'une longue crise. Mais vous, justement, qui êtes acteur économique, on se retrouve avec 80% d'entreprises ivoiriennes qui représentent des PME. Et seuls 20% de ces entreprises participent à la croissance, au PIB. Oui, qu'en pensez-vous, monsieur le maire? Écoutez, je dis la Côte d'Ivoire sort d'une longue crise. Oui, tout à fait. 10 années de crise, c'est beaucoup. Donc tous les fondamentaux ont été déstructurés. Il fallait déjà reconstruire la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui a été fait durant le premier mandat du président Alassane Ouattara. Mais dans cette reconstruction, il y a eu quand même des investissements de base, tels que l'eau, l'électricité, la route. Ce sont des éléments très coûteux en investissement, vous le savez bien. Tout à fait. Donc, ce sont des bases de développement. Aujourd'hui, ce qui est important et ce qu'on attend pour le deuxième mandat du président de la République, c'est justement que cette croissance-là aille dans les assiettes des populations. Des populations. Et là, on a de l'espoir. Et c'est pourquoi nous sommes là. L'État fait ce qu'il peut, mais nous, en tant qu'élus, nous avons le devoir aussi d'accompagner l'État dans la recherche des moyens additionnels pour financer nos projets. Et en 2016, c'est la première fois qu'un président du MEDEF arrive en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut voir par là la France, en tout cas, qui sort, l'Afrique qui aide justement l'Occident à sortir de la crise, ou plutôt la France qui aide la Côte d'Ivoire au développement? La France revient.
La France revient. La France est partie, la France revient. Mais et nous les attendons cette venue pour qu'elle aide à traverser la crise. Il y a une entraide commune pour vous? Oui, moi je pense que la France doit prendre sa place. Doit prendre sa place parce qu'elle est en train de progressivement perdre sa place. Peut-être qu'elle a été un peu échaudée par la crise que nous avons vécue et donc elle s'est repliée, j'allais dire, sur elle-même. Mais nous avons une communauté d'histoire, nous avons une communauté de langue, j'allais même dire presque une communauté de culture, puisque tout ce que M. le maire l'a dit, beaucoup de cadres ivoiriens et africains ont fait les grandes études en France. Donc la France peut moderniser la Côte d'Ivoire. La France peut faire. Mais ce que la France doit faire, c'est de moderniser la Côte d'Ivoire. Ça explique justement cette présence des entreprises et des collectivités ivoiriennes au 7e Forum des collectivités. Oui, mais je pense que la France l'a compris. La France doit nous aider à moderniser la Côte d'Ivoire. Quand j'entends moderniser, c'est apporter le bien-être à nos populations. Est-ce que dès là, il ne faudrait pas en fait revoir la définition de la croissance? On la voit par l'augmentation justement des richesses. Vous parlez de modernité, vous parlez de développement durable, du développement vert, le mieux consommer. Est-ce qu'il n'y a pas là, monsieur le maire, une révision peut-être à engager et qui sera engagée grâce à l'implication des pays africains? Écoutez, déjà, il faudrait que les pays africains arrêtent par exemple, à chaque élection, de tout bouleverser. Parce que la croissance, elle est durable. S'il y a la paix au niveau politique et que la confiance règne entre les Ivoiriens, par exemple, que nous-mêmes sommes conscients que notre devoir, c'est d'apporter le mieux-être à nos parents, aux jeunes qui représentent la plus forte majorité. L'intelligence ivoirienne dans le monde. Nous devons les accompagner dans leur mieux-être, dans leur installation. Voyez-vous, moi je suis venu avec des projets. Je me dis, la population de Tiemlekro, à 80%, elle est paysanne. Et à 60%, ce sont des jeunes et des femmes. Cette frange de population, elle est démunie, elle est pauvre. Je dis bien, et je pèse mes mots. Il ne faut pas grand-chose pour les accompagner. Nous voulons par exemple que cette population puisse bénéficier d'un projet que j'appelle le piment jaune pour installer, parce que la terre existe, l'espace existe. Tiemlekro a une grande étendue de plans d'eau. Et justement, nous allons y revenir. Et vous, justement, qui êtes habitant d'une ville voisine, vous connaissez ce projet présenté par le maire? Oui. Est-ce qu'il y a une communication, justement, sur cette envie de développement qui pourrait impulser, qui pourrait, comment dire, faire venir l'engouement de plusieurs autres villes voisines? Bien sûr, madame. Je pense que c'est pour ça que j'ai parlé d'un projet intégré que le conseil régional a fait et qui est fondé principalement sur la production agricole. Parce que M. le maire a dit, nous sommes une population rurale. Donc il faut accompagner cette ruralité, à créer la richesse au niveau de la ruralité. Et les effets de cette ruralité vont se décupler sur l'urbain. Parce que vous pouvez mettre les infrastructures qu'il faut au niveau de la ville, avec tout son développement d'espace vert et tout ça. Mais si vous n'avez pas une population qui a commencé à avoir un peu de moyens pour consommer toutes les infrastructures structurantes que vous avez mis dans votre cité, alors vous n'allez pas pouvoir vous développer. Et je finis. Vous avez la ville de Yamoussoukro que Fouboigny a bâtie, avec toutes les infrastructures, avec les voies et tout ça. Vraiment, c'est beau, mais c'est en train de se dégrader. Le gouverneur le disait la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de développement des personnes, des hommes, pour consommer toutes les infrastructures que Fouboigny a eu à faire. Donc il faut revenir, et on est tous d'accord sur cette question, faire en sorte que les populations puissent s'enrichir, puissent avoir les moyens pour consommer tous les éléments de développement que nous allons mettre au niveau de la ville. Parce que quand vous parlez de développement durable, d'environnement même, je suis sûr qu'on n'est même pas prêt à mettre autant de moyens
pour faire les questions d'environnement, et moi je suis spécialiste en environnement, je le sais, que de construire une école, parce que le problème de la population là, c'est avoir une école, savoir une système de santé, savoir de l'eau, savoir l'électricité. Quand ils ont eu ces infrastructures de base, alors vous pouvez leur parler d'autres choses, et maintenant vous venez à créer des conditions de richesse pour eux. Ensuite, monsieur, moi je n'interviens pas parce que la même stratégie. Je n'interviens pas parce qu'il y a d'un côté le représentant du conseil régional, de l'autre il y a le maire. Moi je suis un opérateur économique. J'interviens dans le domaine de mes activités. Les opérateurs économiques représentent aussi un poids très fort pour le développement du pays. Un poids très fort, effectivement, pour le développement du pays. Alors justement, LGBOR, votre société, englobe cette stratégie de développement. Effectivement, aussi. Moi, ma société, comme je le souhaite, aimerait travailler soit avec le maire, travailler avec le conseil régional. Ça, je l'ai toujours fait. Depuis 4 ans que madame est là, je travaille toujours. Quand ils ont besoin des choses, on n'a pas besoin qu'ils me payent, non, automatiquement. Dès qu'ils ont un problème, j'interviens obligatoirement et rapidement. Alors, monsieur Aouman, justement, ces acteurs économiques, ce sont des gens que vous portez, que vous accompagnez avant de passer au projet donc lié au piment? Nous, on veut travailler avec les acteurs économiques locaux, de préférence. Pourquoi? Parce qu'ils sont très près de nous et ils comprennent bien nos problèmes. Ça ne veut pas dire que nous nous limitons à eux, puisque nous voulons aussi l'ouverture. Mais aujourd'hui, votre présence c'est ce qui existe, notre présence. Le problème qui se pose de façon cruciale, c'est que les communes et peut-être les conseils régionaux ne bénéficient pas à temps des dotations de l'État. Or, ce ne sont pas des communes ou des conseils qui ont une capacité d'autofinancement très élevée. Et donc, tous les projets qui sont mis en place connaissent des blocages. Parce que les opérateurs locaux aussi ont des moyens limités. Tout à fait. Ils nous font confiance, bien entendu. Mais comme lorsqu'ils font des réalisations, le paiement tarde, eh bien, écoutez, ça pose d'énormes problèmes. Mais sinon, on voudrait bien travailler avec eux. C'est ce qu'on fait. Oui, c'est ce qu'on fait. Et le projet Piment, justement, que vous avez certainement présenté au 7e Forum de l'Action internationale des collectivités. Dites-moi en plus. On disait tout à l'heure que la population, de façon non exagérée, à 80%, elle est rurale. Ce sont des paysans. Ce sont des jeunes, des femmes. Qui, vous savez, Tim Le Cro faisait partie à l'époque, fait même de la boucle du cacao. C'est-à-dire, dans les années 60 jusqu'à 70, c'était la mamelle de la Côte d'Ivoire, en termes de ressources. Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao dans le monde. Voilà. Malheureusement, l'exploitation forestière a fait que ces produits de rente n'ont pas eu une longue vie dans notre zone. Et la paupérisation s'est installée à grande échelle, je dirais. Mais les jeunes qui sortent aujourd'hui et qui veulent retourner à la terre dans leurs locaux, ben, il faut bien qu'ils vivent. Tout à fait. Il faut qu'ils vivent de quelque chose. Le café, le cacao, ce sont des produits sur lesquels on ne peut plus espérer longtemps, même si ça revient. Alors, il faut leur donner d'autres alternatives. Et ces alternatives, c'est la culture vivrière, la culture maraîchère, c'est le palmier à huile, c'est l'EVA qui s'introduit dans notre région. Et dans le cadre des cultures maraîchères, comme je vous ai dit que Tim Le Cro bénéficie d'une retenue d'eau, une grande retenue d'eau, toutes les 2 berges, nous voulons les exploiter pour installer les jeunes et les femmes pour les différentes cultures, principalement le piment. Vous savez qu'aujourd'hui, bon, peut-être c'est une culture que vous ne connaissez pas, le gombo. Oh, si.
Je le mange, je le consomme. Mais vous venez justement voir ces enfants de la diaspora en France et nous sommes toutes de renouer avec l'histoire de notre pays. Tiens, le produit des tonnes et des tonnes. On le consomme. Voilà, des tonnes. Je dis bien des tonnes. Des tonnes. Mais aujourd'hui, le panier, le grand panier, coûte 500 francs, moins de 1 euro. Moins de 1 euro. Ça ne peut pas apporter le bien-être. Là, on parle d'une détérioration des termes de l'échange, c'est-à-dire il y a donc nous avons l'euro symbolique contre des tonnes de richesses, de produits qui partent et qui ne bénéficient pas en fait à la population et à son développement. Et c'est ce que vous recherchez donc aujourd'hui. Autre chose pour terminer. Le riz. Vous connaissez la Côte d'Ivoire parce que vous allez, même s'il n'y a pas longtemps, mais vous connaissez la Côte d'Ivoire. Quand vous allez dans une banlieue comme Agnamam, le riz qui est bien prisé en Côte d'Ivoire vient de Tiemlekro. C'est un label. Et donc, la terre existe. Oui. Il suffit que les structures telles que nous sommes venus défendre nous accompagnent. Ce n'est pas la culture avec la machette, c'est dépassé. Mais au niveau de la mécanisation, la technologie, pour que Tiemlekro puisse nourrir, sans exagérer, une bonne partie de nos populations en riz. Un profit important pour ces entreprises françaises qui accepteraient justement de vous suivre. Le manioc. Aujourd'hui, il n'y a pas de manioc en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la France gagne? La France gagne. Mais la France, elle a la culture. En Europe, c'est le plus grand pays agricole. Donc, dans un cadre de partenariat, nous, on a la terre, on a la main-d'œuvre. Mais on peut mettre à disposition aux opérateurs économiques français la terre, et justement, ce qui permettrait à une nouvelle classe moyenne africaine d'émerger. Tout à fait. Et donc, qui permettrait aux entreprises occidentales de renouer un peu avec les profits qu'ils recherchent actuellement, puisque la France traverse une crise importante. Je voudrais parler de projet aussi. Parlez-nous du projet que nous vous avons, défendez, comme je dis, c'est un projet intégré et qui a été négocié et élaboré par le Bureau national d'études techniques, le BNET, en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a une expertise avérée et reconnue à travers l'Afrique qui nous a aidés à concevoir ce projet de développement intégré qui est fondamentalement basé sur l'agriculture mais aussi sur le développement industriel, parce que lorsque nous allons faire la production, il faut que nous allions au développement industriel. Tout à fait. Parce que vous ne pouvez pas produire l'excédent et M. le maire le disait, quand vous avez produit et les excédents pourrissent, alors il faut pouvoir aller à l'industrialisation. Et quand nous avons élaboré le projet qui va coûter au minimum 21 milliards. C'est faisable, ça peut être financé. Ça va créer près de 40 000 emplois sur la région en 5 ans. Et vous aurez près de 280 000 personnes qui vont sortir du seuil de la pauvreté, ce projet-là. Et qui va nécessairement impacter les communes. Puisque la ruralité sortant de la pauvreté va vers la ville, les communes, et qui, elles, seront donc à mesure de concevoir des projets beaucoup plus structurants pour permettre aux entreprises et qui bénéficient du coup à une nouvelle c'est une synergie d'action. C'est une synergie d'action, ce n'est même pas en compétition. Non, nous pas sommes du tout. dans une synergie d'action. La complémentarité totale. Tant que la ruralité n'est pas développée, vous ne pouvez pas avoir de villes développées chez nous. Et nous pensons que tout le monde est conscient et beaucoup d'élus locaux aujourd'hui n'attendent qu'on vienne pousser ce développement. Il ne faudrait pas dire que bon, il faut que vous fassiez des canalisations, il faut que vous fassiez tout ça, c'est bon. Mais il faut que la ruralité puisse sortir de la pauvreté pour permettre aux villes de se développer et permettre aux acteurs communaux des villes donc de pouvoir faire des projets qui intéressent les villes durables telles que vous voulez, nous sommes en train de parler maintenant. Mais justement, comment faire profiter l'ensemble de la population de ces échanges économiques qui s'intensifient et s'accélèrent?
Bon, je pense que nous sommes à plein dedans. Pour que les populations puissent bénéficier, il faut que ces projets que nous présentons soient réalisés, tout simplement. Et c'est faisable. Vous parlez de 21 milliards de francs CFA, ça fait 30 millions d'euros. Je pense qu'une seule même entreprise en France pourrait y éjecter de l'argent. Et vous avez près de 300 000 personnes qui sortent de la pauvreté immédiatement. Et vous avez, et les entreprises locales, pourront justement profiter de ce développement. C'est nécessairement, ils travaillent avec le conseil régional, ils travaillent avec la mairie, mais le projet de développement dont ils parlent, quand il s'agit de fourniture, quand il s'agit de construction, mais nous avons l'expertise là qui vient nous accompagner dans ça. Donc tout est possible. Et une volonté aussi sur du long terme de vous exporter à l'international. Hier, j'étais en train d'appeler un de mes responsables je vais demander de faire un effort pour qu'on ait des représentants dans ces communes. Pour le moment, d'abord dans le conseil. Comme ça, dès qu'il y a un petit problème, automatiquement, ces gens-là sont touchés. Et puis, c'est ce que nous pouvons faire pour aider nos conseils, pour aider nos communes. Comme ça, quand il y a un problème, quand il y a même dans le domaine de la livraison, il y a beaucoup de communes qui ne sont même pas informatisées. Il y a beaucoup. Tout de même, j'ai été contacté par même mon maire d'Ara qui me demandait de lui livrer des ordinateurs. Donc un marché important. Même si ce n'est pas important, souvent on est obligé d'aller livrer parce qu'ils ont besoin de ça. Alors qu'il faut que quand on donne, et que nous gagnons un peu pour... Donc il y a quand même une correspondance entre l'offre et la demande. Oui. C'est pourquoi nous sommes venus ici à Paris pour chercher des partenaires. Chercher des partenaires. Une volonté de vous exporter à l'international peut-être? Oui, à l'international, peut-être dans la sous-région. Et ce piment justement, ce projet piment, une volonté de la faire découvrir au monde? Oui, madame. Oui, nous on ne peut pas s'arrêter à la Côte d'Ivoire. Encore moins à Thiam-le-Cros. Mais oui, parce que le 7e forum là se tient à Paris, mais je pense que vous avez fait d'autres pays aussi pour présenter vos projets. On va aller en Afrique du Sud, on va aller même dans la sous-région, surtout dans la sous-région. Il y a le Burkina qui est à côté, le Sénégal, le Mali. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une mamelle. Monsieur Eumon, Gattaz a déclaré « Il faut s'y remettre ». Il faut se battre, en évoquant la conquête par les entreprises françaises du marché ivoirien. Se battre, mais se battre contre qui et pourquoi? Mais se battre ensemble. Se mettre ensemble, c'est ça, se battre. Parce que la France et la Côte d'Ivoire forment une paire gagnante. La France, on le disait tout à l'heure, a longtemps accompagné la Côte d'Ivoire. Et elle a perdu sa place pendant la période de crise. Et on a quand même une culture française. Ça facilite bien les choses. C'est important. Vous savez qu'en 2017, les Jeux de la francophonie, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qui va abriter les Jeux de la francophonie. C'est un signal fort. Nous faisons des appels du pied. Mais vous savez que la politique aussi du président Alassane Ouattara, elle est ouverte. Mais si vous courtisez une belle femme pendant longtemps et qu'elle ne vient pas, vous serez obligé de prendre celle qui sera à côté. Pas forcément le courage, monsieur le maire. Le courage. Avant-hier, à la réunion du Fonds mondial, il y a le maire de San Pedro qui a dit quelque chose. La France était avec la Côte d'Ivoire. La France a laissé tomber la Côte d'Ivoire suite au problème qu'on avait eu pendant les 10 années. Tout dernièrement, il y a eu des projets. 5 projets, c'est ce qu'il avait dit. Sur les 5 projets, la France n'a rien pris. C'est la Chine qui a tout pris. Si les Français ne viennent pas, les autres pays vont venir. Mais on aurait souhaité que la France vienne récupérer sa place. Et pour finir, monsieur le maire, monsieur Aouman, pourquoi la France, justement, selon vous, a-t-il été boudée pendant autant d'années? C'est pas nous qui avons boudé la France. La Côte d'Ivoire n'a pas boudé la France. C'est vrai que la situation économique à cette époque, l'environnement n'était pas sain. Vous savez, même après les élections de 2010, on ne veut pas entrer en politique. Ça a été très difficile pour tout le monde, aussi bien pour les Ivoiriens que pour nos partenaires. Aujourd'hui, la stabilité est là. C'est ça qui est important. Et vous savez que cette stabilité, on essaie de faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps. Parce que vous investissez,
Il y a une notion de risque, certes, mais ce n'est pas pour aller au casse-cou, n'est-ce pas? Et tout le monde a compris que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Et donc, nous sommes favorables à ce que la France vienne récupérer sa place pour nous accompagner dans le développement. Un dernier mot, M. Kakou? Je voudrais donc vous remercier pour cette opportunité de dire ce que nous avons comme ambition pour notre région, l'ambition de la présidente, de faire de la région du Moronou une région développée pour sortir les populations de la pauvreté, en accent, nous se focalisant sur le développement des cultures vivrières. Et aussi, je voudrais vous rappeler que justement dans ce cadre-là, il y a eu le projet Manioc, elle en a parlé, et elle a même fait, à titre d'exemple, une usine de transformation du manioc, pour dire que c'est possible, on cultive et on développe. Donc merci pour cette opportunité et pour votre volonté d'ouvrir vos chaînes et vos antennes sur une Afrique qui gagne. Parce que tous les élus que vous avez vus sont soucieux du développement de leur région. Ce n'est plus les élus dont on croyait que bon, ils viennent là juste pour le prestige, mais les élus qui sont là, vous voyez comment ils se battent pour sortir les populations de la pauvreté, parce qu'aucun élu aujourd'hui n'a envie de se voir indexé par sa population n'ayant pas réalisé quelque chose pour sa région. Nous voulons que chaque élu qui vient, qui pose un pas, et que les autres élus plus, et vous verrez que d'ici l'espace d'une génération, on verra un État émergent. Le président de la République est très optimiste, il parle de 2020, c'est possible, mais dans l'espace d'une génération, si cette volonté-là continue, si la France revient en Côte d'Ivoire, parce qu'elle nous connaît, comme disait Monsieur Aïman, alors, donc maire de Tiémé-Lécrou. Tout à fait. Nous verrons le développement revenir et que l'Afrique va gagner. Monsieur le maire, le mot de la fin. Merci pour nous avoir donné cette opportunité de présenter d'abord la Côte d'Ivoire et en index la Tiémé-Lécrou, la commune de Tiémé-Lécrou. Vous savez, la volonté des maires, c'est d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Nous avons mis en place beaucoup de projets, mais ce n'est pas suffisant, parce que nous voulons relever le niveau de vie de nos populations. C'est pourquoi nous nous tournons vers ces projets-là, ces projets qui peuvent englober la plus grande masse. Vous voyez, j'ai cité quelques exemples. L'eau, par exemple. J'ai fait une étude de statistique et il se trouve qu'en dehors, par exemple, parce que Tiémé-Lécrou renferme 28 villages et quartiers. C'est des villages, pour la plupart, de plus de 500 habitants et une vingtaine de campements. Certains campements ont 200 habitants. Mais figurez-vous, madame, que toute cette agglomération, pour plus de la moitié, 17 000 habitants sur 29 n'ont pas accès à l'eau potable. Vous voyez? J'ai fait une étude, justement, pour que, rien que faire un puits dans chacun des campements, dans chacun des villages, mais c'est une révolution. Trouver de l'eau potable. C'est inimaginable en France, vous voyez? Mais on veut de l'eau. C'était votre mot de la fin. Merci, monsieur. Autre chose, c'est le dernier mot. C'est le dernier mot. C'est le tout dernier mot. Dites-nous. C'est que Tiémé-Lécrou veut être dans le des communes qui ont bien compris que le développement part de la base. Part de la base. Et Tiémé-Lécrou aussi veut que l'enclavement dans lequel il se trouve puisse être un lointain souvenir. Parce que nous sommes sur un point stratégique. Il y a 4 voies principales qui mènent à Tiémé-Lécrou. Mais figurez-vous qu'aucune de ces voies n'est praticable en toute saison. Et c'est difficile d'apporter le développement sans la route. On souhaite que tout cela accompagne le maire et les élus locaux dans leur souci
d'apporter le développement aux populations. Merci. Politique ivoirienne et avenir des relations franco-ivoiriennes, c'était votre magazine Politique Éco. Je vous souhaite une excellente journée.